Et on termine donc avec Fabrice Bonifay, qui est le directeur RSE du groupe Bouygues. Bonjour Fabrice. Bonjour. Mais aussi président du C3D, Collège des directeurs du développement durable. Et alors, si on m'avait dit qu'on trouverait chez Bouygues un tenant de la décroissance... Parce que, très franchement, alors je lis parce que tu m'as envoyé un certain nombre de tes réflexions, hein, Fabrice. Et alors, donc globalement, hein, tu penses qu'on n'y est pas, et pas du tout, en termes d'efforts qu'il faudrait faire pour sauver le climat. Voilà, on va le dire comme ça pour résumer les enjeux. Incompréhension des ordres de grandeur, hein, à cause de l'incompréhension des ordres de grandeur. Et de la perpétuation de l'idée fausse que le renforcement des fondamentaux de l'économie actuelle représenterait le meilleur levier pour réussir. Il faut tout changer. Beaucoup en tout cas. En fait, il faut regarder les choses en face. Aujourd'hui, l'économie est en survitesse par rapport à ce que l'on devrait faire pour sauver le climat. D'où la décroissance. Alors, la décroissance des flux physiques, c'est sûr. La décroissance du bien-être, de la santé, de tout ce qui est immatériel. Mais bien sûr, la décroissance du bien-être. Alors, on prend les choses justement, hein, incompréhension des ordres de grandeur. Division par 2 des gaz à émissions à effet de serre d'ici 2030. Oui, c'est pas nouveau. Non, donc division par 2 du PIB. Si on considère que 80%, ce qui est le cas, des énergies consommées sur la planète sont d'origine fossile, si on ne compense pas par l'efficacité énergétique ce qu'on va devoir réduire en utilisation des énergies fossiles, oui. Mais maintenant, il y a aussi des leviers pour gagner un peu en efficacité. Non. Ordre de grandeur. Donc, on prend un petit peu d'efficacité énergétique et on se dit que c'est 3 points de baisse de PIB chaque année. Voilà ce qu'il faut. Un peu plus, même. Mais Comment on peut même penser que c'est une solution, Fabrice? C'est ce qu'on vit cette année, là, hein, enfin ce qu'on a vécu en 2020, 3-4 points de baisse de PIB à l'échelle mondiale. Oui. Comment est-ce qu'on peut penser que c'est une solution? Alors, c'est une solution qui va s'imposer pour 2 raisons. Première raison, c'est qu'il y a la pression sur les entreprises, sur les citoyens, sur les États, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça ne se négocie plus aujourd'hui. Les événements climatiques exceptionnels qui se déroulent depuis des années font que la pression va arriver à la fois des investisseurs, et elle arrive déjà, mais aussi des clients et de tout le monde. Et il y a une deuxième raison. Cette deuxième raison, c'est que les énergies fossiles, à commencer par le pétrole, ne sont pas en quantité illimitée, et la déplétion des réserves liquides de pétrole liquide, utilisé pour l'essentiel du transport dans le monde, eh bien, il y en aura moins, car on est de plus en plus en l'utiliser et on va rentrer dans cette déplétion des réserves. Donc, de toute façon, qu'on le veuille ou non, mettre en place une économie sous contrainte, sur cette double contrainte de la baisse des émissions et le fait qu'il y aura moins d'énergie qui va rentrer dans l'économie, c'est pas un dogme. Au moins, c'est énorme. Enfin, Bouygues ne va pas amputer son chiffre d'affaires de 3% pour sauver le climat. Non, mais ce qu'on peut faire, ce que les entreprises peuvent faire, c'est shifter vers d'autres modèles économiques. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de modèles économiques qui sont plus ou moins écocides, et d'autres modèles économiques qui sont plus ou moins contributifs. Alors, on va y venir, parce que tu dis autre chose, et alors, moi, ça m'intéresse, hein, parce que, comme disent les Anglais, you do the math, hein, voilà, tu as fait les calculs. Tu dis donc, effectivement, énergie fossile, 80% en gros, notre croissance est aujourd'hui fabriquée par l'énergie fossile, et les alternatives, tu n'y crois pas? Alors, hydrogène vert, tu dis, mais t'es pas le premier à me le dire, hein, délire d'ingénieur, là aussi, si tu fais une simple règle de 3, ça rentre pas, l'hydrogène. Non, ça rentre pas parce que l'hydrogène n'est pas une énergie primaire, je crois qu'il y a d'autres personnes qui l'ont dit avant moi dans ce bureau. On le sait, ça, il faut faire l'électrolyse de l'eau. Voilà, et donc le rendement fait que c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc de croire qu'il peut y avoir... Tu peux pas balayer ça d'un revers de main. Enfin, la directrice de la stratégie d'Engie était à ta place, là, il y a 15 jours. Ils ont des ambitions sur l'hydrogène vert qui commencent à être solides en termes de production, de gigawatts, enfin, ça ressemble à quelque chose. Oui, mais est-ce que les projections vont jusqu'à un remplacement 1 kWh gris par 1 kWh d'hydrogène vert? Si cette personne t'a dit ça les yeux dans les yeux, je demande à voir les calculs. C'est pas possible. Bah non, c'est pas possible. Non, surtout qu'elle n'est pas le nucléaire dedans en plus. Voilà, et ils le savent bien d'ailleurs. Alors, au bout d'un moment, on peut se raconter des carbistouilles, on peut dire ce que les gens ont envie d'entendre. Mais après, on est rattrapé par la patrouille des lois physiques, des lois géologiques, et là, on commence à réfléchir concrètement. Donc nous,
On réfléchit comment on peut créer de la valeur sans créer des externalités négatives, c'est possible, mais ça nécessite, pour répondre à ta question du début, de tout changer effectivement. C'est possible. Alors, juste, je reste sur ces questions d'énergie et après, on va aller effectivement sur ce que tu dis qui est très très intéressant et qui va intéresser l'ensemble de ceux qui nous regardent. Attends, je cherche la phrase justement que j'avais notée. Ah oui, voilà. Approche linéaire contre approche circulaire. Voilà, oui. Très intéressant. Mais si je continue quand même, notre potentiel nucléaire, là, on le sait assez peu et on le dit trop peu, moi je trouve, tourne à vide la nuit quand même. À partir de 22h jusqu'à 6h du matin, les réacteurs nucléaires tournent et tu pourrais là utiliser une énergie considérable pour faire de l'électrolyse et accumuler de l'hydrogène. Oui, probablement. Mais ça ne suffit pas à rendre l'équation. Non plus. Ça ne suffira pas. On peut considérer aujourd'hui qu'il y a 33 ou 34 millions de voitures qui circulent thermiques encore aujourd'hui. Si on veut les remplacer toutes demain par de l'hydrogène, il faudrait pratiquement doubler la production d'électricité en France, y compris avec le parc installé aujourd'hui. Alors quand on voit le temps qu'on met à fabriquer une centrale aujourd'hui et les difficultés sociétales que ça génère, on a du mal à penser que dans un horizon temporel de 20 ans, parce que c'est ce qui nous reste pour sauver le climat, on va faire ça. Donc c'est pas ça qui va se passer. Donc on va rentrer dans une espèce d'économie de la sobriété, qui va nécessiter effectivement de passer d'une approche très linéaire, on peut expliquer ce que c'est, mais une approche qui sera plus circulaire. Alors vas-y sur, parce qu'après je reviendrai sur ce mot de sobriété, parce que en fait, quand je t'écoute, comme quand j'écoute, parce que Jean-Marc Jancovici qui est venu ici dit un peu la même chose que toi. Hein, oui, il l'a même dit avant moi. Et puis il le dit avec énormément de conviction. On est foutus derrière. Ouais. Alors, si vous avez raison, on est foutus, les gars. Parce que jamais tu nous pousseras à la sobriété. Oui. Jamais. On va tous le refuser. C'est pas parce qu'il y a une vérité qui dure à écouter ou à entendre qu'il n'y a pas de solution. Il y a des solutions, mais il faut prendre le temps de bien comprendre. Parce qu'il faut 10 secondes pour sortir une connerie sur ces sujets, mais il faut un petit peu de temps pour expliquer pourquoi c'était une connerie. Hein. Donc, elle est belle cette phrase. Bah oui. Donc l'économie d'aujourd'hui, ça consiste en fait à utiliser des matières premières et de l'énergie avec des convertisseurs qui sont des machines pour fabriquer des biens matériels qu'on vend sur les marchés dans une course effrénée à l'économie de la possession, l'économie de volume. Je fais mon chiffre d'affaires, plus je vends de casseroles, plus je vends de voitures, plus je coule de béton, je gagne de l'argent. Ça, c'est l'économie d'aujourd'hui. Et c'est une économie no limite, en fait. On considère, comme les matières premières sont gratuites, quasiment gratuites, que l'énergie coûte pas cher, on se dit finalement, et que ça rentre pas dans le bilan au passif du bilan des entreprises, on est dans cette illusion d'être dans une économie cornucopienne où, en fait, il suffit de se baisser pour ramasser les matières premières et tout va bien. Bon, on voit bien que les limites planétaires et le fait qu'on est sur une planète ronde, alors je sais qu'il y a quand même pas mal d'Américains et même quelques Français qui pensent que la Terre est plate, que 17% des Américains pensent que les chocolatés arrivent des vaches marrons, mais au bout d'un moment, quand on prend le temps d'étudier un peu les choses, on voit bien que ça ne va pas continuer très très longtemps comme ça, pour des questions de ressources. D'où efficacité énergétique, etc. Mais pas sobriété. La sobriété, elle ne viendra pas de se serrer forcément la ceinture, elle viendra d'un nouveau modèle économique. Alors c'est quoi le nouveau modèle économique ? Le modèle économique, il sera basé, je pense, demain, et je ne suis pas le seul à le penser, sur une économie du service. Alors du service de quoi ? En fait, les entreprises continueront de fabriquer des produits, mais non plus dans une logique de vendre le produit au client qui va devenir propriétaire du produit, qui va l'utiliser, qui va le jeter, avec un système de récupération des matières premières qui est très déficient aujourd'hui. Le chiffre que tu donnes sur ton secteur, sur les chantiers, c'est 40 millions de tonnes de déchets, c'est ça ? Oui. Et 1% de réutilisés ? Oui. Ouais. Oui. Alors il y en a 60% qui sont recyclés, mais moins de 1% réemployés. Et le Graal de l'économie circulaire, c'est le réemploi. Donc la vraie liberté demain et la non-sobriété demain, la non-sobriété subie de demain, ça sera d'accepter en fait de partager des produits pour augmenter leur intensité d'usage. Je prends un exemple. Lorsqu'on est dans un bâtiment, on utilise un bâtiment quel qu'il soit, un bâtiment tertiaire, de bureau par exemple, si le soir, dans ce bâtiment, le parking est vide, le restaurant d'entreprise n'est pas utilisé, si le rooftop n'est pas utilisé, si les salles de réunion ne sont pas utilisées, qu'il y ait la possibilité de partager ces espaces avec d'autres utilisateurs secondaires au moment où l'utilisateur principal n'en a pas l'usage,
c'est pas du stalinisme, ça. On peut partager. Ça s'organise. Ça s'organise. Tout à fait. Donc, on pourrait demain avoir des assets, des infrastructures dont on va augmenter l'intensité d'usage. Et on peut augmenter l'intensité d'usage. Une trottinette sur les routes de Paris, qui est utilisée par plusieurs utilisateurs tout au long de la journée, c'est le début du commencement de l'économie du partage. Du partage d'infrastructures, de partage de produits qui sont fabriqués une fois, dont l'objectif va être de les faire durer le plus longtemps possible. Et donc réparabilité, robustesse dès la conception et pas d'obsolescence programmée. Et en fait, l'entreprise va se refaire la cerise, va gagner de l'argent en louant cette infrastructure, cet objet le plus longtemps possible. Tu donnes un très bon exemple aussi avec la moquette. Moi, j'ai trouvé ça brillant. Voilà. Oui. À partir du moment où tu ne vends plus la moquette, mais ça reste ta propriété, et c'est toi qui vas la changer, tu vas la concevoir radicalement différemment. Absolument. Voilà. Et aujourd'hui, dans le bouquin que je vais sortir au mois d'avril, avec Céline Puffardichvili, qui s'appelle Entreprise contributive, voilà, on explique que ce modèle d'affaires serviciel, qui est donc le contraire de l'économie linéaire, eh bien, ça marche aujourd'hui. Il y a déjà plein d'entreprises qui gagnent de l'argent et qui sont sur ce modèle-là. Fabrice, tu sais ce que je pense ? Tout ça me passionne, mais en fait, tu fais exactement comme les producteurs d'hydrogène. Mais c'est-à-dire que c'est pas cette approche linéaire, cette approche circulaire plutôt que l'approche linéaire qui va nous faire 3% de baisse de PIB par an et qui va nous faire 50% de réduction des gaz à effet de serre en 2030. Si ta question, qui est une question pertinente, et qu'il va falloir aussi modifier un peu plus qu'à la marge nos modes de consommation, je te regarde dans les yeux, je te dis oui, il va falloir qu'on modifie aussi nos modes de consommation. Parce qu'il faut arrêter de mentir aux gens, il faut leur dire la vérité, parce qu'on a affaire à des adultes. Diviser par deux, ça veut dire changer notre modèle économique dans les entreprises, ça c'est une évidence, mais il va falloir aussi qu'on consomme un peu moins, qu'on aille un peu moins souvent en avion, qu'on mange moins de viande, et ça on n'aura pas le choix. De toute façon, ça va s'imposer. Donc si on ne veut pas que ce soit subi, il faut réinventer un récit qui donne envie. Et je pense que là où c'est pas audible, lorsque tu dis voilà, moins 3%, c'est pas audible, si on reste à business as usual et si on reste dans les mêmes paradigmes de mode de vie. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens aujourd'hui, de gens éduqués, et notamment les jeunes, qui n'acceptent pas, qui ne sont pas complètement d'accord que le mode de vie que l'on a aujourd'hui va rendre plus heureux forcément que celui qu'on aura demain et qui sera un peu plus sobre dans la consommation des ressources. Tiens, cette blague. Tu vas leur dire d'arrêter de commander sur Amazon et d'avoir 3 livreurs qui se pointent d'organismes différents au même appartement parce qu'ils auront commandé 3 trucs différents. Ouais. Tu vas leur dire, parce que tu l'écris, qu'il faut regarder un peu moins de séries sur le net. Mais non. Non. Alors, Fabrice, tu leur diras pas, ça marchera pas. Alors, la nécessité... C'est bien ce qui m'inquiète, moi je veux surtout pas, je veux juste, parce que tu écris très justement qu'à un moment il faut faire les maths, je veux juste aller au bout de cette logique-là. En fait, si on veut pas que ça s'impose d'une façon brutale, comme le virus s'est imposé à nous d'une façon brutale, il faut quand même qu'on anticipe un peu et qu'on fasse preuve de pédagogie. Alors je vais raconter une histoire. Il y a ce qu'on appelle le décalage du point de référence. C'est quoi le décalage du point de référence ? C'est qu'aujourd'hui, on est habitué à un certain paradigme économique qui n'était pas celui de nos parents et qui n'était pas celui de nos arrière-grands-parents. Sauf qu'on a complètement oublié comment vivaient nos arrière-grands-parents. On le sait, on l'a oublié, on nous a raconté un peu, ils nous ont raconté, mais on a perdu ce récit de leur mode de vie de l'époque. Est-ce qu'ils étaient franchement plus malheureux que nous aujourd'hui ? Parce qu'ils n'avaient pas accès à tous ces biens matériels que nous avons aujourd'hui. Je n'en suis pas sûr. C'est possible, mais j'en suis pas sûr. Enfin, oui. Moi, je suis sûr que oui. Enfin, j'ai pas de doute là-dessus. Oui. Je sais pas. Regarde les chiffres de mortalité infantile, par exemple. Oui, d'accord. Mais je parle pas de la partie hygiène qui nous a fait faire des progrès considérables. Je parle du nombre de minutes à passer à rigoler, de l'immatériel. Voilà, non, mais il faut regarder. Du nombre de suicides. Il y a d'autres indicateurs aujourd'hui qui sont des indicateurs de bien-être qui nécessitent d'être scrutés. Et je pense que les modes de vie que nous avons aujourd'hui, qui sont dispendieux en ressources, qui sont au-delà des limites planétaires, de toute manière, ce n'est pas durable mathématiquement parlant. Donc on peut toujours faire de l'incantation, on peut toujours prier le dieu de la croissance. C'est ça qui va se passer. Voilà, mais ça ne va pas nous faire avancer plus vite dans la direction de la sobriété. Et donc il faut qu'on invente des récits qui sont désirables, de ces nouveaux business models qui vont être nouveaux dans les entreprises, mais qui fonctionnent et qui permettent de gagner de l'argent, mais qui permettent de gagner de l'argent
d'une façon différente. Tu sais, il y a une petite scène là formidable qui résume tout. Donc le nouveau ministre des Transports de Joe Biden, hein, Pete Buttigieg, on le connaissait, il est face à Ted Cruz, le Texan, et il doit s'expliquer sur l'arrêt du projet de pipeline entre l'Alberta, le Canada, et puis le Texas. Et il y a Ted Cruz qui fait les comptes, qui dit il dit union job, j'avais 16 000 boulots syndiqués bien payés. Oui. Tu leur dis quoi? Oui. Et Buttigieg répond, j'espère qu'on va réussir à construire d'autres boulots qui seront tout aussi bien payés. Mais c'est un gros point d'interrogation quand même. Oui, oui. Alors c'est un challenge, c'est le challenge de l'humanité. Mais voilà, ta conviction, c'est qu'on n'a pas le choix. Et que le plus tard on s'en occupera, le plus douloureux, le plus violent ce sera. Je pense que celui qui conteste ce genre de choses conteste les faits scientifiques. Et les faits scientifiques, 2 plus 2, ça fera 4 encore dans quelques années. C'est juste une question de bon sens, d'ordre de grandeur, d'écouter enfin ce que disent les scientifiques qui s'époumonnent à tenir ce discours depuis 50 ans. Attends, il nous reste 40 secondes, tu parlais de nos grands-pères, ou nos arrières. À un moment est arrivée l'électricité. Oui. Puis tout a changé. Tu ne crois pas à la rupture technologique? 30 secondes, qui nous permettra de résoudre tous les problèmes. Il nous reste 20 ans. C'est ça. Et c'est court pour une rupture technologique. Bon, à bientôt, Fabrice, mois d'avril alors, hein, le bouquin. Et puis voilà, on continuera avec grand plaisir cette discussion. Fabrice Bonifay, donc directeur RSE de Bouygues, qui était notre dernier invité sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain avec, je crois, autant de passion.